Bonjour chers web téléspectateurs, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission des mercredis de la supply chain qui a pour thème aujourd'hui comment et avec qui gérer le transport international. Comme vous le savez bien, on l'a tous vécu, on l'entend tous les jours aux actualités, le transport et les échanges internationaux ont vécu un certain nombre de chocs ces dernières années, ces derniers mois, avec la crise Covid, avec la surenchère des carburants, avec la guerre en Ukraine. Donc un certain nombre d'impacts excessivement importants pour notre supply chain, des problèmes de disponibilité des moyens, des problèmes multiples de retard, de surcoût. Donc, comment faire face à ces nouvelles difficultés? Comment anticiper les potentielles évolutions? Nous allons essayer de répondre à ces différentes questions. Donc, j'ai le plaisir pour ce faire d'accueillir aujourd'hui trois invités. Bienvenue à tous. Donc, Shiva Borani, qui est Global Supply Chain Process Manager de Prism, du groupe Bolloré Logistique. Donc, bonjour Jean-Damien. On va revenir. Bienvenue. Michel Naudin, DGA de GLS France. Bonjour. Bonjour Michel. Et Jean-Marie Mascarenas, président d'Interlog Group. Donc je vais vous proposer en quelques mots de vous présenter votre activité. Pour vous, chers web téléspectateurs, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions sur la thématique du jour. Nous avons 45 minutes de débat et ensuite le temps vous est réservé. Si nous avons répondu pendant le débat aux questions que vous aurez posées au fil de l'eau, eh bien, nous n'y reviendrons pas. En revanche, nous pourrons approfondir. Et d'un autre côté, s'il y avait trop de questions, eh bien, effectivement, il serait communiqué à nos invités qui vous répondront directement puisque vous laissez vos coordonnées e-mail à minima. Merci à tous. Bien, Shiva, Bolloré Logistique, Prism en particulier, dites-nous tout. Donc moi je fais partie du groupe Prism, enfin du groupe de l'entité Prism qui fait partie du groupe Bolloré Logistique. On s'occupe notamment de toute la partie 4PL pour nos clients. Voilà. Donc vous pilotez l'ensemble, on va dire, des opérations et des flux des clients, donc, dont le transport. Donc, notamment le transport. Notamment le transport. Exactement. Notamment le transport. Très bien, on aura l'occasion d'y revenir. Merci. Michel Naudin. Bonjour, donc Michel Naudin, je suis directeur général adjoint de GLS France. GLS, c'est une marque que vous devez connaître, donc c'est un spécialiste du transport des petits colis de 0 à 30 kg en France, en Europe et à l'international, au grand international. C'est une entreprise qui fait à peu près 5 milliards au niveau mondial, avec 19 000 salariés. Au niveau France, nous sommes à 450-500 millions d'euros par an et nous sommes présents sur tout le territoire français avec une centaine d'agences et surtout nous sommes extrêmement implantés sur toute l'Europe sur lesquelles nous livrons aussi bien du B2B que du B2C. À peu près moitié-moitié. C'est là où on trouve les flux internationaux. Voilà, c'est là où on trouve les flux internationaux et l'un permet d'enrichir l'autre et avec une très forte implantation domestique à destination, ce qui est une des forces du groupe. Oui, on voit vos véhicules dans différents pays européens, notamment, ou au-delà si on a l'occasion de voyager, ce qui n'était pas forcément le cas ces dernières années. Mais ok, merci Michel. Jean-Marie Mascarenas. Oui, donc fondateur et président d'Interlog, société créée en 2000, à partir d'une activité peu connue à l'époque en Europe, le freight audit. On est positionné sur du freight span management, donc 4PL, avec 3 activités en synergie pour alimenter cette position, donc le freight audit, les opérations de transport et la supply chain IT, les solutions informatiques. On reparlera, je pense, du freight audit comme solution ou dans les différents éléments. Alors, je vais vous demander à chacun, comme vous le souhaitez, de nous indiquer un peu quelle est votre vision de l'état des lieux, hein, par rapport à ce que j'ai évoqué dans l'introduction. Où sont les difficultés aujourd'hui, en fait, c'est un peu ça. Quel est votre constat, Shiva? Alors, donc ce qu'on peut voir actuellement, c'est qu'on est entré dans une dynamique un peu différente d'il y a quelques années. C'est-à-dire, il y a quelques années, on arrivait à faire des plans sur 5 ans, 4-5 ans, avoir une vision un peu plus globale.
Maintenant, on est dans un marché un peu différent, un peu plus complexe, avec une volatilité, une incertitude, une complexité avec les acteurs du marché et toute la partie, toute une ambiguïté en fait qui émane de ce marché qui est le marché du transport, avec différents acteurs qui peuvent être tant au niveau du chargeur qu'au niveau du client final. Ce qu'on voit notamment, c'est maintenant, c'est vraiment très important d'avoir une vision à court terme, à moyen terme et aussi à long terme, d'avoir une bonne compréhension des marchés, de ce qui se passe au quotidien, parce que la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain, on l'a bien vu avec le Covid, de pouvoir être bien clair sur les moyens mis en place, les expertises dont on a besoin, qui peuvent être aussi un peu différents de ce qui était hier. Et surtout, j'ai envie de dire, le mot-clé, c'est l'agilité. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'au niveau même du maritime, etc., il y a eu des problèmes au niveau de la capacité des conteneurs qui se sont vraiment... ça a été une grande problématique pendant le Covid. Et maintenant, on commence à souffler un peu, à retrouver un peu de capacité, à retrouver une petite stabilité de marché, à retrouver notamment des tarifs, on va dire, un peu plus convenables. Voilà, donc on commence à sortir un peu de cet aspect-là, mais voilà, on a quand même un marché qui est sous tension. On le ressent dans la gestion du transport de nos clients. Ce qui demande effectivement énormément d'agilité, trouver des solutions, être réactif. Voilà, ce sont des compétences vraiment à mettre au profit de nos clients aujourd'hui pour répondre. On y associe également, mais ça on l'a vécu de manière imposée, des notions de résilience qui vont de pair avec l'agilité. Non, c'est clair. C'est ça. C'est clair, ouais. de recovery plan ou de choses comme ça. Exactement. Ouais, c'est bon. Mais, ouais. Voilà. Merci. Je rebondis effectivement sur cette notion d'agilité indispensable parce que on a bien vu que les situations géopolitiques peuvent changer assez rapidement, les coûts de l'énergie aussi, mais j'aurais tendance à dire c'est des crises, une crise ou même des crises parmi d'autres. On en a connu d'autres par le passé. Hein. On a eu des crises financières par le passé qui avaient quand même bien ébranlé aussi le transport international. Et plus que jamais, je pense qu'il faut voir aussi ces crises comme des opportunités de se développer international. En fait, plus que jamais, il faut essayer de dire si je ne suis présent que sur la France, je vise un marché de 60 millions d'habitants, il y a 9 milliards d'habitants sur Terre, ils ne sont pas tous éligibles pour être vos clients, mais en fait, plus que jamais, lors d'une crise, si vous voulez continuer à vous développer, il faut penser à l'international. Quelles que soient les difficultés, et c'est là où, c'est d'ailleurs le titre de notre sujet aujourd'hui, comment et avec qui surtout faire cela, parce qu'il faut, c'est la meilleure manière de résister à la crise, c'est de faire de l'international. Vous sous-entendez sans doute aussi que la spécialisation des productions par pays et les bassins de consommation, la concentration des bassins de consommation impose aussi d'être à l'international. Hein. Oui, alors pour le flux amont, effectivement, parce qu'il y a une spécialisation de plus en plus en production, même si je pense que la crise du Covid nous a alertés sur le risque que cela pouvait amener en termes de dépendance parfois par rapport à d'autres pays ou au transport. Mais tout simplement, la consommation, je suis très orienté de distribution, évidemment, puisque nous, on fait plutôt le dernier kilomètre et même le dernier mètre, le dernier sourire, pour représenter la marque de nos clients auprès des destinataires. C'est là où il faut absolument penser international quand vous êtes en crise. Parce que la meilleure solution, comme je le dis toujours, c'est la croissance. On reviendra peut-être, mais c'est vrai on a un sujet qui est tellement large que je suis pas sûr qu'on arrive à tout traiter. Mais pour répondre à votre question, oui, il y a effectivement une situation un peu exceptionnelle, un enchaînement, un empilement, je dirais, de vents contraires. Mais dans le même temps, ce que je sens le plus, c'est les challenges. Je dirais fondamentaux qu'on a toujours sur l'export. Et il faut qu'on continue d'accompagner toutes les entreprises françaises. Je pense que je n'avais pas forcément prévu comme ça, mais j'en reviendrai dessus d'une certaine forme. Oui. Je laissais Jean-Marie présenter, nous donner son point de vue. Mais il y a un point à creuser qui peut être intéressant. Ouais. Alors, je vais répondre du point de vue client, donc besoin transport. Le marché international
Et très court terme aujourd'hui, on a une situation effectivement qui est exceptionnelle et qui est nouvelle. On n'a pas de repère. Donc ça c'est intéressant parce que ça nous conduit à devoir réfléchir sur l'avenir et déceler les tendances de fond pour essayer de se projeter sur 1 an, 2 ans, 3 ans. On voit que le transport, il y a des tendances qui s'opposent. On parlait de spécialisation tout à l'heure. La spécialisation va avoir tendance à diminuer du fait de la relocalisation, du nivellement un peu des économies. On a 150 personnes en Inde. On voit que l'Asie va très vite en ce moment, surtout la partie indienne, la Chine, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a une tendance à très long terme, sur 10-20 ans, de rattrapage et de globalisation des économies, qui va paradoxalement provoquer un phénomène de relocalisation, puisque des pays à bas coût, il n'y en aura plus. Ça, c'est la tendance à long terme. À très court terme, il y a des facteurs. On a parlé du Covid, on n'a jamais connu ça de notre vivant, qui s'ajoutent à une crise financière avec un endettement qui est massif. On dit qu'on retrouve de la stabilité dans les prix, c'est vrai, il y a un peu moins de volatilité. Par contre, ça ne veut pas dire que l'année prochaine va être sereine dans le transport et la problématique des achats de transport. Là, on a vu l'envolée dans le maritime, la concentration aussi du marché qui fait qu'on a eu des prix qui ont augmenté de manière disproportionnée par rapport aux besoins. Et sur l'année qui vient, et moi je me place du point de vue vraiment de la gestion pour le compte de nos clients, ce qu'on recommande pour rendre la gestion du budget efficace, c'est plus de mettre l'emphase sur la visibilité des données, on en parlait tout à l'heure, même si c'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, on va y revenir, que sur la mise en concurrence, parce qu'on est sur un marché qui est au jour le jour, donc les appels d'offres par exemple, l'organisation des appels d'offres c'est fini. Mais oui, c'est une question que vous me devancez, mais c'est clair. Ouais. On a des coûts qui explosent. Alors, par mode de transport, vous évoquiez le maritime, on peut dire qu'il y a vraiment des secteurs plus que d'autres ou c'est sur des axes? Alors le maritime, ça a été, on a phosphoré là-dessus parce que c'était spectaculaire. On a eu une augmentation de plusieurs facteurs du fret maritime, et c'est pas parce que les coûts ont augmenté, c'est pas parce que la demande a augmenté, parce que quand on regarde les volumes, la demande de transport c'est 10-15% de plus post-Covid, et les coûts de transport c'est le carburant essentiellement, et ça n'explique pas le fait que dans le maritime, on est du x5 à x7, x8. Donc là, on a un phénomène bien spécifique sur le maritime qui est un fonctionnement de type oligopole. Alors maintenant, on retrouve un peu de concurrence. La concurrence recommence à fonctionner du fait de la baisse de la demande, mais globalement, il y a un vrai sujet sur le maritime, sur la concentration de l'offre de transport. Alors sur l'aérien, c'est différent. Je ne voudrais pas monopoliser le... Non, mais et puis on a aussi cette dimension qui était sous-entendue dans le propos qu'on évoquait il y a quelques minutes, c'est de dire, peut-on avoir une balance des trafics, c'est-à-dire avoir des vrais flux de retour? Et donc ça pose des questions, et la spécialisation, c'est ça la notion de localisation, pose question. Il y avait récemment dans le New York Times la situation de la production d'amandes en Californie. Je ne sais pas si vous avez aperçu cette chose-là, ça peut paraître anecdotique, hein, mais le problème c'est qu'ils ne trouvent pas les conteneurs pour les importer en Europe. Hein, parce que il y a une telle demande sur les conteneurs qu'on préfère mettre des choses à valeur ajoutée et vendre à des prix plus élevés que transporter de l'amande. Donc on est vraiment dans des choses qui sont tout à fait étonnantes. Moi, ce que je note, c'est globalement là, c'est en particulier, c'est qu'on a des vrais problèmes de coûts et on veut pas on ne peut plus les traiter sous la forme d'appel d'offres parce qu'on ne sait pas réserver des volumes. C'est ça. En fait, tout à fait. J'ai l'impression que c'est ça le sujet. C'est particulièrement le cas dans le maritime. On commence à avoir la même chose sur tout ce qui est routier, tout simplement par une pénurie de chauffeurs. Il y a une véritable, au niveau européen, il y a une véritable pénurie de chauffeurs. US. Oui. J'ai l'impression que c'est mondial. Oui. On en parlait il y a déjà 15 ans. Mais ça s'est accéléré. Ça s'est véritablement accéléré. En faisant revenir sur le marché du travail des retraités.
pour conduire des camions. Donc, et même dans des pays qui prétendument, qu'ils sont toujours, mais en concurrence avec la France, les chauffeurs polonais n'acceptent plus les conditions de travail qu'on leur demandait il y a quelque temps. Alors bon, on va un peu plus à l'est, mais un peu troublé en ce moment. Donc, Alors, si on se projette sur la situation économique en général, on peut penser que la tension sur les conducteurs, notamment, va fléchir. On va rentrer dans une économie, dans une crise dure, avec de l'inflation et du chômage. Donc, je pense que la problématique conducteur va s'atténuer. Je veux dire presque malheureusement. La crise d'il y a 10 ans a ralenti le besoin parce qu'il y a eu des baisses de consommation. Et là effectivement, c'est la conjoncture, la nouvelle conjoncture économique qui va réduire ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas néanmoins, pour faire face à tout ça, ce qui va être intéressant, c'est qu'on évoque ensemble ce que vous proposez ou ce que vous voyez comme levier. Y a-t-il quels sont les prérequis pour faire face à des situations comme ça ? J'aime bien le terme agilité, donc je vais revenir dessus. On se retrouve face à des problématiques effectivement qu'on a eues auparavant, mais là qui se concatènent avec la crise financière, la crise post-Covid, toute la partie, la complexité des marchés et des acteurs. Je pense il n'y a pas une seule vérité en fait. On ne va pas avoir une solution. On va avoir peut-être une solution qui va être pour un client, qui va être la bonne solution pour lui en termes d'outils, en termes de visibilité, en termes d'expertise. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une solution en disant bon, aujourd'hui, voici votre solution. Monsieur le client, vous avez 3 solutions, choisissant un des 3. Non, il faut comprendre les problématiques du client, qu'est-ce qu'il traverse, qu'est-ce qui est important pour lui. Est-ce que tout à l'heure, un peu en dehors des caméras, on parlait de la partie environnementale. Est-ce que c'est un sujet qui est important et qui doit être priorisé pour vous ? Est-ce que non, vous êtes plutôt axé sur le tarif ? Dans ce cas-là, la stratégie, les solutions et la stratégie proposée va être vraiment différente. Donc j'aurais tendance à dire, il n'y a pas une seule solution. Il faut être agile dans ce qu'on propose et clair et avoir une bonne connaissance de son environnement. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle de maritime, de routier, d'aérien, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans les 6 mois, qu'est-ce qu'on propose ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Est-ce que c'est de la visibilité ? Dans ce cas-là, on peut vous proposer des outils plutôt de track and trace ou des expertises un peu différentes. Donc voilà, j'aurais tendance à dire, faut vraiment s'adapter aux besoins et comprendre les besoins. Vous parlez là des du différentes composantes de la solution basée sur le besoin client, mais pour faire ça, vous parlez de clients existants. Malgré tout, quand un client vous consulte, son état des lieux supply chain, j'allais dire, et ses perspectives supply chain doivent être aussi également extrêmement déterminants. Parce que c'est aussi VUCA que le contexte général. Alors, j'aurais tendance à dire où on est. Ça va dépendre de la maturité du client. Où on a un client qui connaît très bien sa supply chain, ce qui n'est pas forcément évident. C'est moi ce que je sous-entendais par le prérequis. Oui, exactement. Ou sinon, l'accompagnement aussi à travers certaines expertises, c'est de trouver des axes de travail avec le client pour l'accompagner sur la bonne réflexion, la réflexion stratégique de sa politique transport. On parlait d'appels d'offres tout à l'heure. Alors nous, on reçoit quand même pas mal d'appels d'offres, donc on reçoit quand même leurs besoins, les axes de travail qu'on doit avoir avec eux, les solutions qui peuvent être proposées. Bien sûr, ça fait partie, il y a la maturité du client, il y a un accompagnement à avoir avec le client et bien comprendre les axes de compétences qu'il va rechercher dans son transport de demain, en fait. Alors, vous-même, chez Interlog, vous êtes parti sur la même idée, mais vous êtes parti sur l'idée de l'aider à qualifier son besoin au départ. C'est un peu ça l'idée au travers du freight audit On part de
Parce qu'en fait, le freight audit, sur deux aspects. Vous traitez, vous vérifiez, au départ, c'est une vérification des factures de transport. C'est une vérification des factures pour aboutir à la maîtrise du budget transport. D'accord. Et pour payer une facture, basiquement, on parlait de visibilité de données, la qualité de la donnée est fondamentale, notamment dans le transport, qui n'est jamais le cœur de métier par définition du client. Et donc, en payant une facture de manière professionnelle, c'est-à-dire être sûr qu'elle est due, on est conduit à devoir s'intéresser à toutes les données qui composent le bon à payer. Donc l'expédition, la destination, le code produit, et on rentre vraiment dans le détail de l'aspect budget transport. Et à partir de ça, on construit une chaîne de valeur qui va se diviser en deux grandes parties. La partie achat pur, donc le service achat, et puis la partie opérationnelle, donc dite 4PL, tour de contrôle par exemple. Donc le prérequis, c'est la conviction chez le client qu'on doit développer, selon laquelle, pour gérer son transport, surtout aujourd'hui, mais hier c'était vrai aussi, d'avoir des ressources expertes, de confiance, et pour s'intéresser à l'analyse de cette fonction qui, par définition, relie deux univers différents. Et c'est la seule. Alors ça, c'est aussi ce que j'explique aux clients. C'est la seule fonction économique qui relie des univers différents. Donc c'est toujours une zone grise. Et c'est pour ça que les ERP, par exemple, n'adressent pas ce sujet-là. Et pour engager cette démarche, donc d'avoir la conviction qu'il faut contrôler ses factures, donc avoir la maîtrise, la connaissance des transports. J'ai le sentiment que ça va presque un peu plus loin, puisque en cartographiant, parce qu'en fait c'est ça le terme qui est... on dit aujourd'hui, on dit faire du mapping, mais en cartographiant ces transports, on cartographie ces flux. Hein, et c'est un élément de valeur ajoutée, d'ailleurs, et la maturité, il faut avoir les outils pour cartographier tout ça. Quand on est à l'international, sur de multiples pays, que la fonction transport a été déléguée dans les filiales, c'est difficile d'avoir cette vision complète des flux des opérations. Et votre offre de service est un des moyens qui permet de l'acquérir. Tout à fait. Et justifier. Michel, pardon Non, je vous laisse continuer parce que je pensais aussi à tout l'aspect documentaire et réglementaire. C'est une autre dimension. Là, on était sur les prix et les factures là, on est sur le fret. Qui sont indispensables. Sur le fret, Je vais reboucler sur la partie fret audit. Fret audit, c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est un peu la dernière brique de l'aspect transport, mais en fait c'est presque la première. Pour moi, en fait, ça reboucle en fait, c'est-à-dire si on prend quelque chose de très opérationnel, on a un estimé, donc on considère que via une grille tarifaire ou une cotation spot, le transport devrait coûter tant. Le transport a lieu et en fait on arrive donc à cette dernière brique entre guillemets, qui est de dire vérifier est-ce que vraiment ce qui a été estimé et ce qui a été ce qui est attendu est aligné ou pas. S'il y a des déviations, de pouvoir les mettre en avant et de travailler derrière dessus sur des aspects d'amélioration continue, de réduction de coûts, peut-être d'optimisation, peut-être changement de transporteur par la suite, etc. Donc vraiment c'est une boucle en fait qui permet d'être en amélioration continue permanent. Et je pense que cet aspect fret audit c'est extrêmement important et les clients, il faut aussi les amener à cette conclusion-là, pour qu'ils intègrent aussi cette brique dans leur de vérification dans leur quotidien en fait. Donc c'est effectivement très important d'avoir ce... Vous avez sans doute des questions, chers web téléspectateurs. N'hésitez pas à les poser. Hervé va les recueillir en régie de manière à nous les communiquer tout à l'heure. Dans le mapping des flux, c'est vrai, il y a aussi tout un élément, c'est de bien penser à tous les flux. Alors, je ne vais pas les appeler parasites, parce que ce serait trop négatif comme connotation, mais tous les autres flux. On négocie très bien le flux principal, mais le flux secondaire, qui est le rattrapage, parce qu'on a eu un problème de forecast au niveau de la production, au niveau de la consommation, les retours, tous ces autres flux,
peuvent énormément alourdir en fait. Et donc dans la cartographie des flux, dans le choix de ses partenaires, c'est important de s'assurer qu'on couvre bien l'ensemble et qu'on ne se focalise pas peut-être que sur le flux primaire. Et oui, alors j'entends aussi les rattrapages. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a de multiples secteurs dans lesquels on fait de l'aérien parce qu'on ne sait pas anticiper et parce que c'est le commerce qui décide, parce que c'est comme ça que ça va le plus vite. Alors qu'on pourrait tout à fait faire ce qui permet un des leviers qui existent encore à l'international, beaucoup moins en domestique, en B2C, des économies d'échelle, hein, parce que c'est des oui, en fonction des délais et savoir bien choisir finalement l'offre en fonction du besoin réel. Et d'où l'importance, je dirais, d'avoir des partenaires, soit qui ont des offres très larges, soit d'avoir des intermédiaires, des partenaires qui permettent d'agréger et de faire J'entends deux choses. Vous dites, ça va nous servir à revisiter nos flux, mais aussi nos organisations, nos process, c'est ce que vous évoquez. Organisation des process, ouais. On peut faire les deux, c'est votre offre complémentaire, ça a débouché là-dessus, c'est-à-dire en dépassant le freight audit, je ne sais pas si initialement c'était envisagé comme ça, mais cette vision permet de se dire, est-ce que notre organisation est la bonne, est-ce que nos process sont les bons, est-ce qu'on est bien localisé d'ailleurs et ça varie, alors, ça. Plus que jamais, les 5 pourquoi sont indispensables quand on fait ce genre d'analyse. Il faut vraiment aller à la cause racine. On fait du lean. On aime bien le lean. On peut faire du lean sur plein de choses. Voilà. Il faut faire du lean sur tous les aspects. Il faut trouver la bonne question. Mais si vous poussez la logique à l'extrême, puisque vous mentionnez le lean, si vous poussez la logique à l'extrême, il ne faut pas oublier qu'une des causes qu'on le considère comme gaspillage dans le lean, c'est le transport. Parce que sauf si le transport est un plaisir pour vous, c'est de la croisière, tout le reste, normalement, ce n'est pas quelque chose que votre destinataire a acheté. Par contre, c'est indispensable pour des raisons de production. Donc on a besoin d'être très lean sur le transport, parce qu'on est dans une industrie indispensable, parce que on est dans une consommation où il y a de la massification, il y a des productions localisées au niveau mondial, mais il faut à tout prix qu'elles soient lean. Donc dans nos comportements avec nos partenaires, on doit l'affiner. Sinon, c'est une guerre de prix et de qualité. Je souris parce que je pense à la campagne de la FNTR qui est en train d'être renouvelée. Vous l'avez, c'est qu'un camion vous l'a apporté quand même. Donc, voilà, mais c'est de la provocation. Et comme on dit toujours, tant que Star Trek n'existera pas et tant qu'on ne pourra pas téléporter les objets, il y aura toujours du transport. Au-delà de l'imprimante 3D, mais sur certains types de produits extrêmement limités, mais bon, pourquoi pas. C'est le cas de l'applicabilité limitée de l'innovation, mais donc on a toujours ça. Donc alors, comment choisir son partenaire ? En fait, c'est ça, c'est une des questions. C'est une des questions clés. Alors, si on a fait sa propre cartographie, ainsi, comment choisir son partenaire ? Donc, quel partenaire a-t-on à disposition quel type de partenaire d'ailleurs La question est vaste, hein, qui veut se lancer ? Moi, je peux me lancer sur la partie qui est la mienne. Hein. Ouais. On n'est pas sur le même marché, donc on va être complémentaires, je pense, dans les réponses. Nous, on est positionné sur la gestion des budgets transport. Donc, on se positionne en tiers de confiance, indépendant de tout conflit d'intérêts, et centré sur la donnée transport pour, comme je le disais tout à l'heure, aider le client à acheter et aider le client à organiser. Ouais, vous avez un mandat pour... Donc c'est du freight span management, on est prestataire de services sur la gestion du budget transport. C'est le cas de PL, c'est presque la même chose. C'est le cas de PL, oui c'est du 4PL. Le terme générique est 4PL. Nous on reprend la formulation freight span management, la gestion des budgets transport. Ouais. On s'est formulé différemment. En France, on dit 4PL. Oui, en Europe, on dit 4PL. Sachant que le 4PL, me semble-t-il, est à dominante transport aujourd'hui. Parce qu'on a parlé de 4PL, opérationnelle. Dominante opérationnelle dans l'acception courante du terme 4PL. Exactement. Donc la partie 4PL, ça va être vraiment la gestion des opérations pour le client, la gestion du procurement, l'optimisation de leurs flux, proposer même des axes plutôt RSE. Toute la partie effectivement freight audit qui est une brique des offres 4PL. Mais pour répondre à votre question, comment choisir son partenaire ? Encore une fois, pour moi, il faut repartir aussi de la stratégie client, c'est-à-dire est-ce que ça va être le prix ? Est-ce que ça va être le prix, la stabilité aussi du transitaire, de
la position géographique. Donc si on est plus sur un client qui est à l'international, qu'il y a un partenaire qui soit bien positionné, qui puisse gérer ses flux, c'est assez important. Sa stabilité financière. Et toute la partie, tous ces points-là sont à regarder lorsqu'on veut choisir, en tant que client en tout cas, son transporteur, et aussi l'expertise, c'est-à-dire est-ce que aujourd'hui je veux garder l'expertise chez moi, est-ce que je veux l'externaliser, ce sont vraiment des aspects de réflexion à avoir quand on se positionne en tant que chargeur. Oui. Et je crois que la réponse varie selon votre besoin, donc il faut vraiment bien avoir cartographié ses flux et son besoin. Et je souris parce que je vois l'image qui est derrière, où on avait rajouté France, Europe, international. C'est vrai que le choix de votre partenaire dépend un peu de ce que vous allez faire comme transport. Si vous faites de l'Union européenne, vous avez besoin d'un certain savoir-faire. Si vous faites ce que j'appelle le grand inter, c'est-à-dire dès que vous amenez un peu de complexité douanière ou réglementaire, si c'est du phytosanitaire, il vous faut peut-être un autre partenaire ou vérifier que le partenaire que vous avez choisi pour l'Europe est aussi capable de le faire. C'est pour ça que c'est parfois un seul partenaire qui peut vous aider. Ça peut être parfois une agglomération de plusieurs partenaires. Ça dépend aussi de votre taille, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas normalement le métier principal de nos clients de faire du transport. Sinon, ils seraient des concurrents, ils ne seraient pas des clients. Et en fait, pour les aider, il faut que ce soit le plus simple possible. Donc, bien comprendre leurs besoins. Votre partenaire, il peut varier si vous ne faites que de l'Union européenne. Il peut avoir besoin de spécificité. Il dépend aussi beaucoup de votre typologie de fret. Il y a une grosse différence entre du colis ou des camions complets ou des containers complets. Donc c'est là où je pense que il n'y a pas une réponse unique. C'est-à-dire si vous avez beaucoup de types de flux en termes de profil et beaucoup de destinations, il vous faudra certainement plusieurs partenaires. Et un besoin de pilotage et de coordination beaucoup plus fort et de la data que dont on parlait précédemment, la visibilité. La visibilité dans les flux et ensuite évidemment dans la facture. Des opérateurs que vous maîtrisez en direct ou pour qui vous avez besoin de professionnels qui assurent l'achat, la gestion budgétaire et le pilotage. Le pilotage, la performance, exactement. Après, il faut voir aussi le partenaire que vous choisissez comme pour le transport, comme potentiellement quelqu'un qui connaît bien le pays de destination. Donc quand vous êtes... il y a des jolis modèles de développement de société avec que des interlocuteurs, y compris au téléphone, au jour le jour, parce qu'il y a des... qui sont natifs des pays avec lesquels ils sont en relation. Certes, il y a tout ce qui est institutionnel, je dirais, pour vous aider là-dedans, les CCI en France ou à l'étranger, mais aussi, fondamentalement, je pense qu'il faut avoir le bon discours et ne pas hésiter à reconnaître qu'on découvre ou qu'on veut aller sur des nouveaux marchés quand on est client et qu'on recherche pour son transport, parce que la connaissance du marché de destination est critique. Si je vais dans le B2C par exemple, il y a des choses qui sont indispensables dans certains pays, la livraison contre remboursement, qui n'ont aucun sens en France quasiment. Il y a presque plus de contre-remboursement. Donc ce savoir-faire, c'est important d'avoir des interlocuteurs qui maîtrisent bien les autres pays. Donc je dirais de profiter du choix de votre partenaire ou de vos consultations de partenaires pour échanger sur cette culture de l'international. Une question me vient à l'esprit. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Je vous le rappelle, vous pouvez encore. On a encore une douzaine de minutes, une quinzaine de minutes avant de passer au jeu des questions-réponses. Alors, commissionnaire ou mandataire ? On disait que le transitaire, en fait, ça pose une vraie question quand même. Ça modifie le rôle des sociétés. Le 4PL est mandataire. Oui, tout à fait. C'est une vraie question. Et d'ailleurs, l'origine de l'entreprise, chez Interlog, c'est un spin-off de C.H. Robinson, une société 3PL, justement pour cette question de séparation, de conflit d'intérêts. Donc nous, on est positionné sur ce marché que vous appelez mandataire. Nous, on est prestataire de services, tiers de confiance. Après, il y a le marché du transport, le marché des opérations de transport. C'est une fonction de lead logistic provider, ce qui est un 4PL qui a des moyens en propre, peut tout à fait répondre à un besoin du marché. Donc, c'est pas par abus de langage, on dit 4PL aujourd'hui. Donc, je parlais du point de départ de la CIE. C'est vrai. L'origine, c'est la Accenture qui a créé ça dans les années 90. C'était
des savoir-faire organisation et process, des savoir-faire métiers, des savoir-faire IT. Et donc, en tant que cabinet de conseil, et donc il n'y avait pas de moyens propres dedans. Donc, c'était le non-asset management. Donc c'était ça le sujet. Non, mais il y a les deux, je pense qu'il y a les deux. Alors peut-être un zoom, parce que c'est une des thématiques qu'on a envisagées aujourd'hui. Et quel système d'information pour tout ça ? Alors, en termes de système d'information, encore une fois, il faut regarder quel est le besoin du client. Là, on parlait beaucoup de la partie FAP. Est-ce qu'il y a un module, il faut lui proposer des modules FAP ? Est-ce que ça va être vous juste... mettez derrière FAP pour les... Freight Audit and Payment. Voilà. On avait dit s'il fallait des... Voilà, exactement. Voilà. Toute la partie, est-ce qu'il y a la gestion des achats, la partie optimisation. Et après, il y a un aspect un peu modulaire dans les solutions à proposer aussi, parce qu'à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a un outil vraiment parfait qui permet de répondre parfaitement à la demande du client ? Peut-être pas, mais par contre, il y a des expertises, il y a des solutions qui permettent de moduler et de répondre aux besoins du client avec une partie de la visibilité, avoir une bonne qualité de données, la gestion de la partie transitaire, de la performance de ces 3 PL. Mais c'est de type outil pour essayer de type TMS chargeur. Alors, c'est un outil de management du SaaS, transport qui est fait exactement. là dans le cadre du 4PL, mais c'est le même type d'outil que le chargeur, s'il le fait lui-même, peut acquérir lui-même. Donc c'est ça, c'est avec ces modules-là. Le chargeur, dans tous les cas, il pourrait très bien dire, moi je veux garder ses compétences en interne, Ou avoir je veux avoir mes propres outils. Bien évidemment, c'est tout à fait possible. Mais quand on arrive à ce niveau de maturité et d'exigence-là, on s'attend à avoir certaines expertises via des outils du marché aussi. Donc des outils de visibilité, de certaines connectivités. En tant que la solution à proposer, c'est énormément un terme qui est assez utilisé chez nous, c'est le terme multiprise, c'est-à-dire qu'on va plugger certaines solutions, certaines expertises, solutions IT, certaines expertises qui permettent de répondre aux besoins du client de bout en bout en fait. Est-ce que ça signe... Excusez-moi Michel, je vous en prie. C'est juste avant que cette question-là ne va pas m'échapper, mais ça permet aussi une interopérabilité qui n'est pas forcément évidente. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'interopérabilité, c'est un sujet... à terme, on devrait arriver à ce genre à pouvoir utiliser ce terme-là au quotidien sur tous les outils. Pour le moment, est-ce que les besoins sont assez standardisés? Est-ce que les outils sont assez standardisés pour permettre cette interopérabilité? Peut-être pas encore, mais c'est sûr que demain, ça va être possible. Et peut-être, même si on va un peu plus loin, on commence à parler de blockchain, on parle beaucoup de standards internationaux, d'IoT, etc. Donc, le but, ça reste quand même ça reste ce but-là, exactement. C'est l'objectif. C'est une volonté. C'est une volonté. À l'heure actuelle, il y a quand même, en termes de connectivité, il y a un certain travail à faire pour pouvoir quand même connecter certains outils. Ouais. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus facile qu'il y a quelques années. Du moment où je fais le parallèle en supply chain, on a l'omnicanalité qui est un vrai objectif en soi, qui n'est pas forcément une réalité complète aujourd'hui, mais Michel. Et on a l'omnicanalité et l'interactivité, parce qu'en fait, on a répondu d'abord par rapport au système qui permettent, je dirais, la traçabilité, l'interopérabilité. Donc côté chargeur, comme vous l'avez dit vous-même, il y a aussi quelle expérience vous voulez donner à vos clients, à vos destinataires. Et en fait, cette interactivité a complètement changé, et encore plus. Je dirais, avec la digitalisation et le Covid, dès que vous allez vers le monde du B2C, l'interactivité, la réactivité de manière digitale, les gens, en fait, ne veulent plus suivre sur un système, ils veulent suivre sur leur smartphone. Ils veulent des notifications. Selon le pays, vous n'utiliserez pas toujours les mêmes méthodes. Et donc, c'est aussi un élément où il y a une grande spécificité. En France, le téléphone est très utilisé pour les destinataires, ils aiment bien être appelés, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc le système dépend, il y a les deux systèmes. Il y a le système, je dirais, qui vous permet, vous, de mieux gérer vos flux,
en tant que chargeur. Et puis, il y a le système, et donc, y compris la complexité quand vous avez plusieurs prestataires et vous assurez que vous tracez bien tous les flux, vous avez la visibilité, vous avez derrière les facturations qui iront bien. Et puis, tout ce système qui permet à vos destinataires, donc à vos clients, d'avoir une belle expérience. Est-ce que c'est pas la différence entre le TMS et les plateformes digitales? Je me lance, mais... Je voulais revenir sur quel système d'information. On va revenir, mais ça, ma question est valable dans les deux cas. Oui. Quel système d'information un de nos anciens présidents disait qu'il y a pire que d'avoir tort, c'est d'avoir raison trop tôt. Et moi, j'entends parler depuis les années 90 de standardisation, de DI, moi, j'avais un échange très intéressant avec la directrice informatique de Robinson en 93. Oublie la partie fret audit, tout va s'automatiser, se rationaliser. Je pense que c'est vrai. Néanmoins, ce qui est remarquable encore aujourd'hui, il y a une multiplicité de TMS, de systèmes, de portails. Enfin, c'est encore très diversifié. C'est un peu mon propos. Et sur l'interconnexion, la rationalisation, la standardisation, on en est encore loin. Je pense qu'il y a une tendance de fond. On peut parler par exemple des factures, de la dématérialisation des factures. Ça fait 10 ans qu'on est sur le sujet. On a des clients, des multinationales qui se penchent sur le sujet depuis très longtemps et on est encore sur de la facture papier. Quand on parle d'EDI, nous, de nos convictions, c'est qu'on doit s'adapter, notamment aux transporteurs, sur les formats. On a plus de 800 modules pour parler à tous les systèmes de facturation des transporteurs. Voilà. Et on dit qu'on fait de l'EDI. Et on est parfois critiqué en disant non, vous n'êtes pas normalisé. Mais même quand on regarde la norme Edifact, il n'y a pas de norme. Il y a tellement de sous-normes. Il n'y en a pas. Donc on est encore très loin de la standardisation. Et par contre, je pense qu'on y va. Mais on n'y est pas encore. Avec un petit sujet en plus, je vous suis complètement, avec un petit sujet en plus qui est qu'il faut identifier, authentifier. C'est peut-être là où la blockchain pourra aider, mais on a des vrais sujets là-dessus. Alors, blockchain, je crois avoir vaguement compris de quoi il s'agit. Registre partagé qui identifie et authentifie les acteurs qui peuvent ne pas dire la vérité, mais on le saura. On saura qui n'a pas dit la vérité. Donc voilà, c'est à peu près ça, en schématisé, en résumé. Mais donc on dit des TMS, des plateformes multiples. Il faut faire le tri. Hein. On est très créatif en France en plus dans le domaine. Donc j'ai l'impression. Je vais juste rebondir effectivement sur la partie EDI. C'est vrai qu'on parle des DIFAC, de standardisation de DIFAC, qu'on met potentiellement 4-8 semaines à les mettre en place, etc. Mais en fait, c'est une fausse vérité quelque part parce que en fonction de l'ERP, du transitaire, des flux, etc. Il y a des spécificités, il y a du travail à faire de nouveau. Donc, même si on part sur une base qui est censée être assez standard, il y a quand même beaucoup de spécificités à mettre en place, à prendre en compte dans nos flux IT, EDI, etc. Donc, ça fait partie du travail à faire aussi avec le chargeur ou le transitaire sur la partie cahier des charges, les besoins, qu'est-ce que vous voulez comme information, qu'est-ce que vous voulez voir aussi dans vos ERP demain. Cartographie des flux, architecture des Exactement. systèmes et de leur environnement. On voit quand même énormément de choses. Qualité de la data à l'intérieur. Visibilité. Alors, on ne l'a pas évoqué, c'est un peu un des derniers points qu'on peut traiter. Là. Et puis toute la compliance à l'international, tant douanière qu'au niveau du commerce. Oui, avec de plus en plus des autorités qui peuvent être transfrontalières ou des pays qui peuvent avoir un droit de regard sur ce que vous faites dans un autre pays. Et effectivement, la compliance, elle est innée. Enfin, elle est à prendre en compte dès le départ et elle passe beaucoup par les datas de nos jours. Elle passe par des comportements. Je pense que là-dessus, le transport n'est plus ce qu'il était il y a 20 ans, mais c'est le vrai pour toutes les entreprises. Mais parce qu'on est en interaction avec beaucoup de gens, surtout sur de l'international, plus qu'ailleurs encore, la compliance, qu'elle soit financière, qu'elle soit dans le respect des autres ou qu'elle soit dans l'environnemental, est indispensable. Donc ça bien, oui,
C'est quelque chose qui fait partie, je dirais, de la manière dont on travaille maintenant. Je pense que le secteur a fait sa mue dans ce domaine-là. Et si vous travaillez avec des grosses entreprises, vous savez que c'est tellement important pour eux que vous n'avez pas de soucis. La complexité vient quand vous travaillez avec de multiples nouveaux entrants, ou peut-être qu'eux-mêmes doivent d'abord apprendre, je dirais, ce qu'implique la compliance au niveau international. Oui, il y a encore d'énormes risques, et en plus, Voilà. avec la fraude internationalisée, ça pose des vraies questions, mais ça mériterait, voilà. sur une des chaînes de l'antenne, Voilà. d'être traité, puisqu'on a un village sur la sécurité qui existe également. Mais c'est vrai que quand vous savez que les pénalités que vous pouvez avoir, les amendes que vous pouvez avoir, sont proportionnelles au chiffre d'affaires du groupe, ça oblige de très bien maîtriser ses filiales, vous en parlez tout à l'heure, et donc d'avoir des systèmes... Et au-delà des amendes, simplement le bon choix du bon code douanier, il y a beaucoup d'enjeux, parce qu'on parle de quelques points de la valeur marchandise, et non pas du transport. Je Je pense que certains de nos clients l'ont découvert, parce que ceux qui faisaient assez peu de douane, mais qui faisaient beaucoup d'Europe, et qui ont découvert les conséquences du Brexit, ont découvert avec l'Angleterre désormais ce qu'était la douane. Et une partie des clients ont même préféré renoncer à travailler avec l'Angleterre. Sur ce plateau, Voilà. c'est le sujet est connu, et c'est quand on a une amende ou un pépin que la marchandise bloquée, qu'on découvre qu'il y a tout un registre, et ainsi de suite. Peut-être, avant de passer avant de voir les questions, peut-être une mise en perspective, vous voyez les choses évoluer comment ? Une phrase, 2 phrases, c'est un peu compliqué comme question, mais... Non, pas forcément. Non, mais je peux faire... Moi, c'est pas une obligation. Un peu sous forme de provocation. Ou sous forme de provocation. Moi, j'ai vraiment entendu, la data est au cœur de tout ça. Ouais. On l'a découvert. Les outils permettent aujourd'hui de la gérer. Les solutions s'architecturent. Et ça va permettre de travailler sur les différents leviers du transport, que ce soit, même si on ne l'a pas trop évoqué, les prix, l'organisation et les process, les économies d'échelle, et on peut encore le faire à l'international, ou la précision et la fiabilité de la livraison. Donc vous l'avez évoqué de manière différente les uns les autres, mais bon... Vous avez raison. c'est un peu ça La mise en place de tout ce qui est business intelligence, nous on l'a vécu là, au cours des 2 dernières années surtout, modifie complètement la maîtrise pour nous et pour nos clients. C'est-à-dire, désormais, il nous arrive régulièrement de pouvoir expliquer à nos clients leur flux, qu'ils n'avaient même pas, réalisé eux-mêmes, et avec un degré de finesse, tout en étant compliant, en gardant toutes les données de type GPRD bien maîtrisées. Mais en fait, eux-mêmes, parfois, ne se rendent pas compte que leurs flux peuvent varier, parce que quelqu'un dans leur organisation a pris une décision pricing ou marketing qui a complètement changé les destinations ou le poids des colis. C'est une grande découverte ces dernières années, c'est que les prestataires souvent maîtrisent mieux que les donneurs d'ordre, parce qu'ils ont la qualité de la donnée, et ils ont mis en place les outils qui vont bien, mais ça sous-entend de la veille, du benchmark. On l'a entendu, vous n'avez pas utilisé ces termes-là, vous trois, mais vos sociétés ont travaillé sur de la veille, sur du benchmark, sur de l'innovation, donc on l'a bien entendu. Et d'une certaine manière, et tout en gardant, je dirais, tous les murs nécessaires entre les différents clients, avoir la possibilité d'analyser, vous parlez de benchmark, la situation d'une industrie, donc de plusieurs acteurs d'un même domaine, et de voir que certains se développent ou pas, peuvent indiquer, je dirais, des bons choix faits par certains clients, et peuvent servir de conseil, je dirais. Le raisonnement par filière qu'on évoque aujourd'hui, qui est effectivement aussi un axe de travail extrêmement important. Ça, merci. Alors, je vous dis pas au revoir, puisqu'on a quelques questions. Hervé, en régie, merci. Oui, bonjour Jean, bonjour à tous. Pour démarrer, que pensez-vous des bourses de fret pour développer l'international ? Ça dépend de votre besoin. Ma réaction, si vous avez un flux tendu, il faut qu'elle soit extrêmement réactive et extrêmement bien organisée. Après, ça reste une manière, je dirais, doublement intéressante de faire du transport international. D'une part, parce que vous optimisez le taux d'emplissage, donc ça devrait se ressentir dans les coûts. Et d'autre part, parce qu'au niveau environnement,
transporter du vide est très mauvais. Donc, je veux dire, oui, mais est-ce que ça répond à votre besoin? Est-ce que vos clients et est-ce que votre relation avec vos destinataires, vos clients, vous permet de passer par ces intermédiaires qui sont quand même plus complexes que d'avoir un acteur régulier? En bourse de fret, on parle du transport routier essentiellement, mais il n'y a pas le modèle dans l'aérien et le maritime. Et c'est un marché qui, par nature, est monopolistique. On a connu l'époque Lamy, fin des années 90. Et c'est par nature très concentré parce que le but d'une bourse de fret, c'est de confronter l'offre et la demande. Alors très concrètement, vous connaissez ça dans les services d'exploitation transport. On va mettre le fret excédentaire sur la bourse de fret. On a envie d'avoir qu'un seul outil. Donc une des caractéristiques de la bourse de fret, c'est qu'il faut qu'elle soit utilisée par un maximum d'intervenants, sinon ça ne marche pas. Alors après, sur le rôle des bourses de fret, oui, c'est un facteur d'équilibre entre l'offre et la demande, de réduction de kilomètres à vide, et ça nécessite un encadrement en termes d'organisation pour s'assurer qu'on a des transporteurs qualitatifs qui se présentent sur la plateforme. Oui. Ça, c'est effectivement, je pense qu'il faut repartir de quel est le besoin aussi, parce que est-ce que c'est juste, on veut acheter au meilleur tarif, ou quelle est la qualité de service aussi qu'on veut y mettre derrière. Donc il faut vraiment regarder tous les éléments nécessaires pour prendre une décision intelligente. Ouais. Oui, vous mentionnez, c'est vrai, on nous l'explique souvent, on l'observe souvent, le fait de passer avec des transporteurs, je dirais qu'ils peuvent changer du jour au lendemain selon la bourse de fret, peut rendre l'enlèvement, la collecte, très complexe. Parce que le fait de pénétrer sur des sites industriels est souvent de plus en plus contrôlé. Et n'importe quel camion ne peut pas se mettre à quai n'importe où. Et même si tout cela est bien organisé, je vous avoue que c'est beaucoup plus facile d'y aller avec un camion régulier. Clairement. Hervé ? Quelle solution préconiseriez-vous pour concilier le besoin accentué de l'agilité de la supply et la rigidité liée aux engagements et impératifs commerciaux, fournisseurs comme clients, qui, elle, n'a pas évolué? Vous répétez la question? Alors, je pense qu'ici, c'est important de voir aussi de faire le lien entre le client et le transitaire avec les besoins. Reprenant bien exactement quelles sont les performances exigées de la part du client, quels sont les points d'intérêt sur toute la partie compliance, sécurité, de regarder tous ces aspects-là pour être sûr de choisir le bon transitaire qui va répondre à tous ces aspects-là. Donc, garder quand même une agilité peut-être en ayant dans son portefeuille peut-être 1 ou 2 transitaires qui répondent au moins à ces besoins-là ou qui sont capables, eux, d'être agiles, qui, justement, dans le choix du transitaire, d'avoir peut-être un transitaire assez solide pour pouvoir être et rigide sur les demandes du client et en même temps assez agile dans la mise en place. Donc si on est face à une problématique transport, qui puisse trouver une solution, qui puisse avoir une alternative à proposer. Donc voilà, rester quand même assez agile en tant que transitaire aussi. J'entends dans ce que vous dites, il y a d'un côté l'achat spot et d'un autre côté un travail en partenariat sur la durée. C'est largement sous-entendu, mais c'est valable dans le cadre de la prestation logistique comme du transport. C'est cette logique-là. Et il faut être agile, l'organisation ou les systèmes peuvent aider. Après, il y a quand même certains flux où il ne faut pas confondre agilité et improvisation. Sur certains flux internationaux, je pense qu'il est très compliqué, très dangereux d'improviser. Par contre, ce que je comprends dans la question, c'est oui, pour avoir des contrats de durée plus longue, pouvoir négocier des prix, pouvoir réserver des blocs. Oui, avec la volatilité des marchés actuellement, les crises qu'on a eues, c'est beaucoup plus dur d'avoir un de s'engager sur des volumes. Voilà, je vous avoue que régulièrement, on a de moins en moins de contrats pluriannuels et on a souvent des clauses de revoyure. Parce qu'on accepte des deux côtés d'ailleurs que l'environnement peut changer de telle manière que ça ne remettra pas en cause la relation, mais ça peut amener à devoir rediscuter. Non, mais on pense autrement la relation. Hervé ?
Pouvez-vous en quelques mots définir le prestataire idéal ? Je risque de ne pas être objectif. Je vous en prie, mais... Alors en fait, le prestataire idéal, il doit être idéal pour son client. Donc j'aurais tendance à dire un prestataire qui a une vision, qui sait proposer des solutions, qui est innovant dans sa façon de travailler et en termes d'amélioration continue, d'excellence opérationnelle, de toute la partie aussi outillage. Donc voilà, un prestataire assez force de proposition qui sait aussi se remettre en question. Parce qu'à l'heure actuelle, avoir 100% en termes de performance, ça semble très, très peu probable. Par contre, on peut essayer de faire en sorte d'arriver à ces 100%-là avoir une certaine vision, une compréhension du marché, une certaine agilité aussi dans sa façon de fonctionner. Voilà. Des solutions agiles avec une mise au point agile. Oui, une grande écoute, c'est ce que j'entends aussi. Hein. Il faut que vous ayez un prestataire qui vraiment a une grande écoute et qui n'a pas juste une solution de transport, Exactement. Qui va essayer de comprendre vos besoins, mais aussi les besoins de vos clients, éventuellement d'ailleurs vous aider à y réfléchir. Et c'est assez important qu'il y ait une assez grande largeur de gamme, je pense. Dans notre cas, c'est des livraisons en point relais, c'est dans n'importe quel pays, c'est des retours dans n'importe quel pays. C'est important, même si vous n'y aviez pas pensé au départ, si le prestataire est déjà présent dans cette industrie-là, les fameuses verticales dont vous parliez, ça permet qu'il puisse être aussi de bons conseils. Clairement. Voilà. Le benchmark, il l'a. Voilà, vous n'en avez pas besoin au départ, mais c'est bien qu'il puisse l'offrir. Ou alors que via des 4PL, l'offre puisse être disponible. Exactement. Une dernière question peut-être ? Oui. La route est-elle plus intéressante sur certains axes que le maritime ou l'aérien pour les clients financièrement parlant ? Moi, je vais essayer de répondre. La route ou le fer, mais en ce moment, les axes auxquels on pense sont un peu obstrués par certains conflits internationaux, me semble-t-il. Hein. Donc, j'ai envie de dire, s'il y a des développements sur le routier, je ne sais pas, j'imagine que vous me rejoignez là-dessus, c'est sur le routier ou sur le ferroviaire, faut que ce soit jouable, mais... Enfin, l'arbitrage est surtout entre l'aérien et le maritime, typiquement. Routier aérien, c'est assez rare, c'est sur des distances courtes, 700, 800 Ça ne répond km. pas aux mêmes besoins de délai, c'est pas les mêmes impératifs. Les mêmes urgences. Non, mais il y a des autoroutes, c'est pour ça que j'évoque ferroviaire plus que route, avec l'Asie, mais bon, en ce moment, c'est complètement bloqué, mais donc... Mais du continental existe toujours, mais l'arbitrage entre le continental et les routes de la soie, je pense qu'il faut malheureusement... pour l'instant, mais ça utilise tous les modes, les routes de la soie. Là, les déploiements sont toujours en route, hein, mais il y a beaucoup de fer dans les routes de la soie. Oui. Donc, peut-être une petite dernière ? Une petite dernière, toute petite. Aujourd'hui, est-ce que les transitaires arrivent encore à négocier les frettes maritimes intéressants à moyen ou long terme, ou, au vu de la volatilité du marché, est-il préférable de booker en direct auprès des lignes via des taux spot ? Grande question. Si on a du volume. Grande question. Ce qu'on remarque, c'est que, par exemple, sur la partie grille tarifaire, on a beaucoup moins de fiabilité, en fait, moins de fiabilité sur ce type de grille. C'est-à-dire, avant, on pouvait avoir une grille tarifaire qui était valable sur quelques mois, peut-être même un an. Là, on se retrouve, notamment en période Covid, où les grilles tarifaires, en fait, finalement, il y avait n'étaient plus applicables. On s'est retrouvé dans une solution, on est parti sur du spot, avec des prix incroyables. Maintenant, on est en train de retrouver une certaine stabilité du marché. Donc, effectivement, ça va dépendre encore une fois du besoin. Mais si on a de la volumétrie, ça fait sens, effectivement, d'avoir certains tarifs préférentiels avec les compagnies. Si on est sur... ça va dépendre de votre besoin. Si on est sur de l'urgent, etc., ça va être plutôt du spot. Donc, encore une fois, bien définir ce qui est nécessaire ici. Donc oui, la question était fermée, donc je répondrai, moi, ma conviction, actuellement, c'est du spot et négocier en direct avec les lignes. Très bien. Bien,
C'est une façon de conclure. Si d'autres questions seront transmises à nos participants, que je vais remercier pour l'ensemble de leurs contributions durant cette heure passée ensemble. Eh bien, chers web téléspectateurs, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain mercredi de la Supply Chain. Au revoir. Merci.